Kvod Rabbanim, mesdames et messieurs, chers amis élèves de la Yeshiva, j'ai eu le privilège l'année dernière de me trouver à Yerushalayim lorsque a eu lieu l'ouverture officielle de Echal Eliyahu. J'ai eu le privilège également, il y a quelques années, d'être ici lorsque officiellement Elisabeth a ouvert. Et j'ai eu l'occasion, à 2 ou 3 reprises, d'assister à la fête de fin d'année à la Yeshiva de Montreux. C'est dire, comme Rav Shaul David le disait tout à l'heure, que les liens avec la Yeshiva sont plus que des liens officiels, mais que c'est avec joie et toujours à titre amical que je me retrouve chaque fois ici pour voir les progrès de la Yeshiva, pour voir le développement dans les connaissances et dans les midot des élèves de la Yeshiva, et davantage encore lorsque je les revois plus tard dans leur vie professionnelle, et surtout ceux que je retrouve un vendredi soir dans tel ou tel minyan à Yerushalayim. C'est vrai, c'est la dernière cérémonie, la dernière manifestation officielle à laquelle j'assisterai en tant que grand rabbin de Strasbourg. Est-ce que ce ne serait pas quelque chose de typique, de symbolique, de voir que j'achève ma carrière rabbinique en France par une visite dans une yeshiva? Je le ressens un peu de cette façon-là. Il faut dire que Rav Shaul David m'a demandé il y a des mois déjà d'assister à cette fête de fin d'année, et j'avais un peu, j'allais dire un peu rapidement, répondu que je viendrais avec plaisir. Je n'imaginais pas que je me retrouverais à 15 jours de mon départ et avec tout ce qui n'a pas encore été fait, mais j'ai donné ma parole et je dois la tenir. Seulement, il s'est avéré qu'entre le moment où il m'a rappelé quelle était la date et aujourd'hui, je suis un peu comme on raconte de ce Rav qui a fait les Azharot de Shavuot. J'ai l'impression que dans les minyanim de la Yeshiva, les piyutim ne sont pas très appréciés, mais dans le minhag Ashkenaz, on lit à Shavuot, les deux jours de Shavuot, à Moussaf, des Azharot, qui sont une espèce de résumé excessivement rapide des Taryag Mitzvot. Et lorsque vous lisez ces Azharot, vous ne comprenez absolument pas quel est l'ordre qu'a utilisé leur auteur. Les mitzvot sont mélangées les unes après les autres, sont entraînées par des associations d'idées, mais elles ne sont ni données dans l'ordre chronologique, ni par ordre de sujet ou de thème, mais sont mélangées. Et j'ai lu un jour que l'auteur de ces Azharot a écrit ce texte alors qu'il était en prison. Il avait été jeté en prison pour une raison quelconque, n'avait aucun livre sous la main, était obligé à ce moment-là de se rappeler Baal Peh quelles étaient ces mitzvot les unes après les autres, et au fur et à mesure qu'elles lui venaient, il les a rédigées. Et ça a donné les Azharot que nous avons aujourd'hui. Il y a autre chose encore pour parler de quelqu'un qui est plus proche de nous, Rab David Zinsheim, Zichrono Livracha, qui est le premier des grands rabbins de Strasbourg, a laissé un ouvrage très célèbre qui s'appelle le Yad David. Et dans un des ouvrages, ou dans un des volumes, il se plaint de ce qu'il était éloigné de Strasbourg, il s'était sauvé à cause de la terreur, et qu'il n'avait pas sous la main sa bibliothèque pour rechercher les commentaires qu'il devait faire. Il était obligé de se fier à sa mémoire. N'étant ni l'auteur des Azharot, ni Rabbi David Zinsheim, Zichron Sadik Livracha, je me retrouve aujourd'hui un peu dans la même situation, et j'ai été obligé de réfléchir au thème que j'avais suggéré de vous présenter, sans avoir sous la main le moindre volume, étant donné que tous mes livres sont déjà emballés. Il me restait juste un chumash, et ce n'est pas dans un chumash que je trouvais le thème dont j'avais accepté de vous parler. Ce thème, il est lui aussi pour moi symbolique. Au moment où je quitte la France,
c'est de parler de l'origine du minhag ashkénaze. J'en ai beaucoup parlé ces derniers temps, peut-être parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et parce que nous vivons actuellement une époque où les jeunes et les moins jeunes ont cessé de rester fidèles à Torat Imecha. Vous savez bien qu'on dit Shema beni musar avicha val titosh Torat Imecha. Torat Imecha, cela veut dire le minhag. Cela veut dire les coutumes locales que l'on reçoit de père en fils ou de mère en fils et que l'on doit transmettre et vivre. Or, vous savez très bien, les uns et les autres, que le judaïsme se divise aujourd'hui en deux grandes communautés, dont l'une est la communauté séfarade et l'autre est la communauté ashkénaze. En réalité, ce n'est pas vrai, parce qu'il existe des quantités de communautés qui ne sont ni séfarades ni ashkénazes. Je ne voudrais prendre comme exemple que les Yéménites, les Thémanim, et probablement beaucoup d'autres qui font partie des Edot HaMizrach, qui n'ont de Sfarad que le nom, mais qui n'ont rien du tout de commun avec l'origine espagnole ou méditerranéenne de ceux qui ont eu le minhag séfarade. Dubnov, dans le précis d'histoire qu'il a écrit pour l'enseignement, qui est une de ses dernières œuvres, a divisé l'histoire juive en deux périodes. Une période qu'il appelle la période orientale et une autre qu'il appelle la période occidentale. Et pour lui, la période orientale va des origines du peuple juif jusqu'en l'an 1000 de l'ère chrétienne. Et à partir de l'an 1000, il parle de époque occidentale. Or, en réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas juste. La période orientale du judaïsme a continué bien au-delà de l'an 1000 et la période occidentale du judaïsme a commencé bien avant l'an 1000. Mais en réalité, c'est parce que les historiens traditionnels du judaïsme, je ne parle pas des historiens modernes, les historiens traditionnels comme l'auteur de Shalchelet HaKabbalah, l'auteur du Sefer HaYuchassin, le Seder Hadorot, le Shevet Yehuda, le Tzemar David, qui sont tous des ouvrages dans lesquels les Bnei Yeshivot ont en général appris l'histoire. Tous ces ouvrages situent trois événements à une même date, qui est l'année 1040. La mort de Rav Hai Gaon, la mort de Rabbeinu Gershom Meor HaGola et la naissance de Rashi. Or, Rav Hai Gaon est le dernier des grands maîtres qui a une influence mondiale dans le judaïsme oriental, puisqu'il est mort en Babylonie, à Pumbedita. Rabbeinu Gershom Meor HaGola est mort à Mayence, et il était à l'époque le leader du judaïsme ashkénaze, et selon la vieille tradition qui dit que Vezarach Hashemesh Uva Hashemesh, qu'avant, qu'au moment où le soleil se couche, il se lève à nouveau, au moment où quelqu'un disparaît ou un grand disparaît, naît en même temps un nouvel être qui sera un grand qui le remplacera. De là, cette tradition qui veut que Rashi soit né l'année à laquelle est mort Rabbeinu Gershon Meor HaGola. Je ne veux pas rentrer dans des détails historiques et des discussions qui sont excessivement nombreuses aujourd'hui et qui nous prouveront que Rashi est probablement né une quinzaine d'années plus tôt, peut-être même une vingtaine d'années, presque 20 ans plus tôt, et que Rabbeinu Gershon Meor HaGola est peut-être mort plus tôt aussi. Mais ceci n'a pas grande importance pour nous. Le fait est que cette date de 1040 ne correspond pas à grand-chose sur le plan du judaïsme ashkénaze. Et voilà ce que je voulais vous dire. En réalité, l'histoire juive, ou l'histoire des communautés juives en Europe occidentale, exception faite pour l'Italie, se situe environ entre le 8e, le 9e et le 10e siècle.
Ceci pour les communautés dites ashkénazes, et en même temps, les communautés juives de la presqu'île ibérique se développent également à une génération près à la même époque. Or, c'est l'époque à laquelle le centre juif dans le monde se trouve en Babylonie. C'est l'époque de Sadia Gaon et l'époque de tous les maîtres qui ont suivi et dont le dernier, je disais tout à l'heure, était Rav Shrira Gaon et son fils Rav Hai Gaon. Or, est-ce qu'il s'agit de légende ou est-ce qu'il s'agit d'histoire? Il existe deux récits qui sont à l'origine ou qui prétendent trouver par là l'origine du développement de la communauté juive en Espagne et du développement de la communauté juive en pays ashkénaze. Et peut-être ces deux récits parallèles nous expliqueront-ils immédiatement quel va être le développement différent, j'allais dire parallèle aussi, de la communauté séfarade et de la communauté ashkénaze. L'un de ces récits parle des yeshivot de Babylonie qui étaient en difficulté financière, ce n'est pas une chose nouvelle, et qui, pour ramasser des fonds, ont envoyé à travers le monde, en Occident, 4 shlichim. Ces 4 shlichim sont partis, 3 d'entre eux étaient seuls, le 4e est parti avec sa jeune femme et un jeune garçon. Et quand ils sont arrivés à la hauteur de l'Italie à peu près, le bateau a été arraisonné par un pirate qui a capturé ces 4 savants avec les autres passagers du bateau et les a vendus l'un en Afrique du Nord, l'autre dans le sud de la France, le 3e en Italie et un 4e à Cordoue. Celui qui a été vendu à Cordoue était Rabbi Moshe ben Hanoch. Il a été racheté par la communauté juive de là. On ne savait pas qui il était parce qu'il ne voulait pas se faire connaître, parce qu'il ne voulait pas utiliser la Torah, la Sod Kardom, pour s'en servir dans un intérêt matériel. Et c'est par hasard qu'on s'est rendu compte qu'on avait devant soi un grand savant, et il est devenu le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Cordoue. Et il a ramené toute la tradition du judaïsme babylonien, des yeshivot de Babylonie à Cordoue, qui est le point de départ et tout l'épanouissement de la communauté juive espagnole. Parce que n'oubliez pas, une communauté juive, à l'époque, ne devient importante qu'à partir du moment où il y a dans cette communauté un centre de Torah, qu'on y étudie, qu'on transmet et qu'on fait vivre la Torah, et que les élèves, des enfants, savent où trouver un enseignement de Torah. De là est parti tout l'éclat du judaïsme espagnol, de ce qu'on appellera le judaïsme séfarade. À la même époque, ou peut-être un peu plus tôt, est arrivé en Italie du Sud un personnage très bizarre, à moitié mythique, qui s'appelait Abu Aharon, qui venait lui aussi de Babylonie. Son père était une grande personnalité, une espèce de chef de toute la communauté juive là-bas. Et ce Abu Aharon avait été obligé de quitter la Babylonie, Bishum Maaseh Shehaya, comme le disent les chroniqueurs. Il est arrivé en Italie du Sud, où il a rencontré des communautés auxquelles il a apporté non pas l'enseignement talmudique qu'avait amené Rabbi Moshe ben Hanoch en Espagne, mais il a amené un enseignement mystique, des sodotes, des secrets mystiques
qu'il a enseigné dans le sud de l'Italie. Et à la même époque, ou un peu plus tard, est arrivé également dans cette région une autre personnalité qui s'appelait Rabbi Shlomo ben Yehuda, ou Shlomo Habavli, qui lui a amené dans cette région le piyut. Et dans ce sud de l'Italie, d'une part, l'enseignement du Sod, de la mystique juive secrète, et de l'autre côté, le développement du piyut, ont pris un essor extraordinaire. C'étaient deux enseignements totalement différents. L'Espagne avait reçu l'enseignement qui provenait de la Babylonie. Et c'est le rite de Babel qui a été à l'origine du rite séfarade. Ceux qui sont arrivés dans le sud de l'Italie ont amené non pas les traditions babyloniennes, mais les traditions de Eretz Israël. En Eretz Israël, à cette époque, avait passé toute la période des massorètes de ceux qui ont définitivement fixé avec minutie le texte de la Torah, avec la ponctuation, avec les tamim, etc. Et en même temps, c'est de là, de la région de Tveria, que s'était merveilleusement développé le piyut, avec Yanaï, avec surtout Rabbi Elazar HaKalir, et venu dans le sud de l'Italie, avec un Shlomo Habavli qui ensuite était probablement peut-être originaire de Rome, s'est développé là. Or, du sud de l'Italie, la science juive s'est transportée vers le nord de l'Italie. Du nord de l'Italie, à l'époque des Carolingiens, elle est arrivée en Allemagne. Là encore, l'histoire et la légende se mélangent pour essayer d'expliquer un fait. L'Espagne, au Xe siècle, ou même déjà au milieu du IXe siècle, l'Espagne est déjà un pays où l'enseignement de la Torah, l'enseignement du Talmud devient quelque chose de brillant. En même temps, il y a un enseignement de la philosophie juive, en même temps un enseignement de la littérature, de la grammaire, de la poésie juive, ceci grâce à un certain nombre de juifs qui occupaient des fonctions éminentes et qui étaient de très très grands mécènes. Chasdai Ibn Shaprut avait sauvé ce Rabbi Moshe ben Chanor et c'est à lui qu'il a dû de monter et de devenir cet être extraordinaire chef de yeshiva de Cordoue. En Allemagne, les communautés qui existaient étaient probablement de toutes petites communautés qui n'ont aucune histoire jusqu'au IXe et surtout au Xe siècle. Mais c'est à ce moment-là qu'un juif nommé Kalonymos est envoyé à Mayence par l'empereur. Quel est cet empereur? On se dispute encore aujourd'hui parce qu'on prétend toujours que c'est Charlemagne, mais c'est probablement un de ses descendants, si l'histoire est vraie. Et il est arrivé là-bas avec tout le bagage qu'il avait eu dans le nord de l'Italie et qui lui venait aussi bien d'un côté de l'enseignement mystique d'Abu Aaron que surtout des piyutim dont Shlomo Habavli avait illustré et développé de façon extraordinaire le nombre et la richesse. Et ils sont arrivés là-bas et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé deux communautés dans lesquelles se trouvaient déjà des yeshivot. L'une était Mayence, Magenza, l'autre était Worms, Germaisa. Ces deux communautés avaient déjà un certain nombre de maîtres et avaient déjà des écoles talmudiques. Mais à la tête de ces écoles se trouvaient des maîtres, des rabbanim, qui n'étaient pas originaires d'Allemagne, dont la plupart venaient de France, qu'il s'agisse de Rabbeinu Aboun, ou celui qu'on appelle Rabbi Aboun Hagadol,
qui vient probablement du Mans, qu'il s'agisse plus tard de Rabbi Léontin ou Rabbi Yehuda HaKohen, ce sera le maître de Rabbeinu Gershon Meor HaGola, qui vient probablement aussi de France, il y a là-bas des écoles auxquelles viennent s'adjoindre cette énorme famille de Kalonimos dont on parlera pendant des générations et des générations, et ensemble va se créer une émulation d'études qui s'orientera dans 3 domaines. Le domaine talmudique d'une part, qui sera l'école de Rabbi Yehuda HaKohen, une école mystique qui se transmettra de maître à élève entre Worms et Mayence, et qui surtout jouera non pas dans la mystique comme en Espagne, la mystique de la spéculation, mais surtout sur les kavanotes de la tefila. Et enfin, donc d'une part, l'étude du Talmud, d'autre part, l'étude de la mystique, et troisièmement, le développement considérable du piyut qui rentrera dans la vie quotidienne. Et ces 3 choses constitueront l'ensemble du judaïsme ashkénaze pendant toutes les générations qui dureront jusqu'à la fin des Baalei Tosfot, jusqu'au XIVe siècle. Il existe une tchouva du Maharshal. C'est la tchouva Kaftet. Si je me suis un jour passionné pour ces choses-là, c'est grâce à cette tchouva. Le Maharshal dit que quelqu'un lui a demandé un jour de lui donner une espèce de liste chronologique des maîtres de la halakha, tels qu'on les connaît. Et le Maharshal lui répond, écoute, je ne connais pas de liste de ce genre-là. Et la plupart de ceux qui sont des étudiants, ceux qui connaissent et étudient le Talmud, apprennent à connaître qui est l'élève de qui est le maître de qui, à force de fréquenter les ouvrages et de fréquenter les auteurs. Mais ce que je peux te dire, c'est de transcrire un vieux parchemin que j'avais sous la main. N'oubliez pas, le Maharshal vivait au XVIe siècle. Et le texte qu'il avait sous la main était un texte qui datait probablement du XIIIe ou XIVe siècle. Et il lui donne alors une succession qui commence à Rabbeinu Aboun, qui est à la tête des écoles allemandes, et qui se termine par le Maharam de Rothenburg, qui a été capturé à la fin du XIIIe siècle et qui est mort à Ensisheim en Alsace en captivité. Et toute la liste des tenants de la tradition, de ceux qui étaient les maîtres du Talmud et les Mefarshim, depuis Rabbeinu Gershon Meor HaGola, à travers Rashi et ses élèves, et tous les Baalei Tosfot que vous connaissez pour les étudier à la yeshiva, il donne une liste énorme. Malheureusement, le texte est en très mauvais état et très corrompu, et il a fallu corriger les uns et les autres. On arrive finalement à comprendre un certain nombre de choses. Le judaïsme allemand, donc, avec Mayence et Worms, crée 2 écoles qui deviendront des écoles mères, Mamash Ein B'Yisraël, et qui donneront des élèves et des élèves et des élèves de telle façon qu'au moment des croisades, ces 2 communautés sont vraiment des communautés de Talmidei Chachamim. C'est là que se trouve Rabbeinu Shimon ben Yitzhak, Rabbi Shimon Agadol. C'est là que se trouve Rabbi Eliezer Agadol, qui est l'ancêtre de la tradition kabbalistique. C'est là qu'on rencontrera le célèbre Shliach Tzibur de Worms qui s'appelle Rabbi Meir, dont vous connaissez le Akdamut et autres œuvres du même genre.
Mais c'est surtout là des communautés qui seront des pôles d'attraction de partout. Et tout le judaïsme d'Europe occidentale viendra étudier là. Les élèves de Rabbeinu Gershon Meor HaGola, vous savez, celui qui a réuni un concile de rabbins aux alentours de l'an 1000 et qui a pris un certain nombre de takanot, à peu près 25, 26 takanot, dont la plus célèbre est celle qui interdit la polygamie. L'école de Rabbeinu Gershon Meor HaGola se développera avec ses élèves, parmi lesquels les plus importants seront les 3 maîtres de Rashi, Rabbi Yaakov ben Yakar, Rabbi Yitzhak ben Eliezer Halevi, celui qu'il appelle Rabbeinu Halevi, et Rabbi Yitzhak ben Yehuda. 3 maîtres de Rashi qui ont vécu jusqu'au milieu du XIe siècle. 2 ont vécu à Mayence et 1 a vécu à Worms. Et eux-mêmes ont formé des élèves en grande quantité. Et la plupart de ces élèves ont été massacrés au moment des croisades. Dans les 3 communautés de Worms, de Mayence et de Spire qui avaient été créées comme communautés quelques 20 années avant les croisades, il y a eu un massacre général. Tous les enfants de Rabbi Yitzhak Halevi ont été tués au moment des croisades. Et avec eux, beaucoup d'autres. Et finalement, avec les quelques survivants qu'il y a eu à ce moment-là, des communautés qui étaient détruites à 90%, sinon davantage, sont parvenues à se ressaisir et à se restructurer. Et le même enseignement qu'on avait auparavant s'est à nouveau développé. Une étude du Talmud qui a donné les Baalei Tosfot, une étude de la Kabbale qui se termine par le Rokeach, Rabbi Elazar ben Yehuda ben Kalonimos de Worms, les Piyutim, avec tous les descendants des Kalonimides, et si vous ouvrez vos Marzorim de Rosh Hashanah et de Kippour en particulier, vous retrouverez Rabbi Meshulam ben Kalonimos, qui est parmi les tous anciens, Rabbi Kalonimos ben Kalonimos, Rabbi Yehuda ben Kalonimos, tous les maîtres du Piyut. Et si vous ouvrez maintenant pendant les 3 semaines, et surtout à la fin, à Shabbat Razon, les Piyutim, vous retrouverez les élèves des Tosafistes qui ont passé par l'Allemagne, les Piyutim de Rabbeinu Ephraim Hagadol, Rabbi Ephraim de Ratisbonne, de celle du Ravan, Rabbi Eliezer ben Nathan, qui est un survivant des croisades et qui a parlé, qui a décrit dans les keynotes et dans les slichot tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais là, c'est créé un minhag auquel on est resté ferme et fidèle. Parce que ce qui était le chidouche dans le judaïsme ashkénaze, qui n'a pas existé dans le judaïsme séfarade, c'est la notion qui s'est faite jour au moment des croisades, la notion de l'amut al-kiddush Hashem. Il était facile au moment des croisades pour les Juifs d'échapper au massacre. Il aurait suffi de dire « pousse, on se convertit ». Il y a eu 800 Juifs de tués dans la communauté de Worms. Il y a eu plus de 1000 morts dans la communauté de Mayence. Et si vous imaginez ce que représentait une communauté à cette époque-là, une communauté de 1000 âmes, c'était une communauté aujourd'hui plus importante qu'une communauté comme Lyon ou comme Marseille. Des communautés entières qui sont montées sur le bûcher Al-Kiddush Hashem. Parce que pour eux, c'était la chose essentielle. Des maîtres qui se sont laissés massacrer parce qu'ils ne voulaient pas interrompre l'étude, ils ont suivi l'exemple de Rabbi Akiba dans la Gemara. Et dès le moment où la situation s'est calmée un petit peu, et à nouveau on a pu vivre, de nouveau la première chose qu'on a ouverte, c'était les écoles, et on a maintenu, on a continué, poursuivi ce minhag. C'est la raison pour laquelle dans le minhag ashkénaze, le minhag ashkénaze occidental, il n'y a pas un Shabbat Razon dans l'année.
Le Shabbat Razon s'appelle en judéo-allemand der Schwarz Shabbos, le Shabbat noir. Mais il existe un deuxième Shabbat noir, qui est le Shabbat avant Shavuot. Les jeunes aujourd'hui ont l'air de ne plus savoir du tout de quoi il s'agit. Mais ce Shabbat avant Shavuot est le Shabbat des massacres, non pas seulement de la période des croisades, parce que c'est à la fin du mois de Iyar, la deuxième moitié du mois de Iyar, et au début du mois de Sivan qu'ont eu lieu les massacres. Et c'est la raison pour laquelle, contrairement au judaïsme séfarade, le judaïsme ashkénaze n'interrompt pas le deuil de l'Omer à Lag BaOmer. Il fait juste une pause. Et la deuxième partie de la Sphira, c'est le deuil de toutes les persécutions des croisades, auxquelles sont ajoutées ensuite les mêmes persécutions de la peste noire en 1349 qui ont totalement décimé le judaïsme ashkénaze. Parce que si au moment des croisades, il y a une vingtaine ou 25 communautés qui ont subi les conséquences, il y en a eu plus de 300 qui ont été anéantis en 1348 et 49. Et là, nous retrouvons tout le minhag et tout le rite ashkénaze. En Espagne, la mystique s'est traduite par des réflexions philosophiques. En Espagne, ont été répandus les grands ouvrages de la mystique comme le Sefer HaBahir, comme le Sefer HaZohar. Dans les pays ashkénazes, la mystique a pris un ton beaucoup plus sévère, beaucoup plus triste, beaucoup plus noir. Et vous avez là un ouvrage comme le Sefer Hasidim, qui est un ouvrage d'édification mystique. Vous avez des textes extraordinaires comme ceux qui se trouvent dans le Sefer Rokeach, où l'on parle de la notion de Kiddush Hashem. C'est les premiers ouvrages où la notion de Kiddush Hashem devient un élément de halakha et pas simplement la bonne volonté ou l'enthousiasme ou le désir du sacrifice de l'individu. Mais en même temps, le minhag s'est cristallisé. Et s'il n'y avait pas eu au cours des siècles, des rencontres à diverses époques, peut-être aujourd'hui y aurait-il deux judaïsmes. Heureusement qu'il y a eu une rencontre au XIVe siècle, lorsque le Rosh, Rabbeinu Asher ben Yechiel, a fui l'Allemagne et est allé en Espagne, où il est devenu le Rosh Yeshiva de Tolède. Il a à ce moment-là pu amalgamer et faire rejoindre les deux minhagim parallèles, parce que les frontières sont fermées après les croisades, et entre les pays chrétiens et les pays musulmans, la frontière est devenue de plus en plus hermétique, et par conséquent, les minhagim, le minhag par définition est quelque chose qui se développe, et quelque chose qui s'étend de génération en génération, et chaque région, chaque pays, j'allais presque dire chaque ville, a ses propres minhagim, qui risquent de devenir des minhagim parallèles et de créer deux Torot chas v'chalila. Alors la rencontre entre le judaïsme ashkénaze, grâce à Rabbeinu Asher ben Yechiel, comme plus tard, les retrouvailles en Eretz Israël des survivants du judaïsme espagnol à Tzfat et leur rencontre avec d'autres maîtres, et l'invention de l'imprimerie qui a permis de développer et de transmettre partout les ouvrages imprimés, ont fait que le Shulchan Aruch, écrit par un Sfarad, a pu être complété et coordonné pour le rite ashkénaze de la même manière pour faire le Shulchan Aruch que nous avons aujourd'hui. Mais cela n'empêchait pas que de part et d'autre, des minhagim différents existaient.
minhagim qui, au fur et à mesure que le temps s'écoule, deviennent plus nombreux, différences qui risquent d'être de plus en plus grandes avec les générations et avec les siècles, et qu'il faut de temps en temps dire stop pour faire une espèce de bilan. Pour le rite ashkénaze, les Baalei Haminhag ou les Baalei Haminhagim sont ceux qui ont survécu au massacre de la peste noire. Les croisades ont détruit certaines communautés, mais d'autres communautés ont été épargnées. La peste noire a fait détruire toutes les communautés qui étaient le long de la vallée du Rhin et de la vallée du Danube. Et le judaïsme ashkénaze était exsangue. Et n'importe qui pouvait venir et dire « Ani Emshol ». Je suis rabbin, je suis décisionnaire, j'ai le droit de décider. Et on ne savait pas qui il était. On ne savait pas d'où il venait, on ne savait pas quelles étaient ses connaissances. C'est à ce moment-là que le minhag, qui est devenu halakha, s'est instauré et qui a exigé pour celui qui voulait exercer des fonctions rabbiniques qu'il présente un texte signé par son maître. Le Heter Hora'a. C'est un rabbin de Vienne qui l'a institué, pour éviter que des ignorants ou des gens dont les connaissances étaient douteuses puissent prétendre imposer leur enseignement et par conséquent créer deux torotes. Les mêmes ont, dans ces générations qui ont suivi la peste noire au XVe siècle, rédigé des minhagim, rédigé les uns après les autres. On se contentait, un élève était là qui suivait chaque geste du rabbi. La manière dont il se levait, la manière dont il se lavait les mains, la manière dont il mangeait, ce qu'il mangeait. Lorsqu'un des élèves de Rabbi Israël Israël de Trumat Hadeshen écrit que le Maharil, pendant les Aseret Yemei Teshuva, ne mangeait pas de choucroute, parce que la choucroute, on l'achetait chez le non-juif. Il n'en mangeait pas pendant les Aseret Yemei Teshuva par chassidut. Mais ça se pouvait que le reste de l'année, la choucroute, on la prenait chez le paysan non-juif, et il n'y avait pas besoin d'un hercha spécial pour mettre dessus qu'elle était cachère, ou même cachère la mahadrine, lorsqu'il s'agit d'eau minérale. Ce genre de minhagim se sont maintenus et se sont développés de génération en génération. Et parallèlement, il a fallu chaque fois qu'une nouvelle rencontre ait lieu pour que les uns et les autres apprennent ou prennent ce qu'il y a de mieux dans tous les minhagim. Je pourrais vous parler pendant des heures et des heures là-dessus, je n'arriverai pas au bout. C'est un thème qui me tient très à cœur. Je voulais simplement vous faire comprendre que la notion du minhag est une chose importante. Le minhag ne naît pas yesh me'ayin, ex nihilo. Le minhag est une chose qui, petit à petit, s'impose dans une communauté. Il existe un Sefer Minhagim qui s'appelle le Yosef Ometz, qui est le Sefer HaMinhagim de la communauté de Francfort au début du XVIIe siècle. Et si vous le feuilletez, que vous regardez le vendredi soir, vous verrez que l'auteur, Rabbi Yosef Yuspehan, qui était Dayan à Francfort, écrit « V'zeh minhag mikarov ba'u » un minhag qui est venu depuis pas très longtemps et qu'on a institué dans la petite choule de Francfort, que le vendredi soir, on dit des psaumes dits de Kabbalat Shabbat et on chante un hymne qui commence par le Chadodi. Au début du XVIIe siècle, le Chadodi datait d'à peu près un siècle. Il n'avait pas été accepté dans la communauté de Francfort. C'est dans la petite choule, celle qui n'était pas la grande choule officielle, qu'on le disait. Et si vous savez, si quelqu'un s'est déjà un jour posé la question pourquoi dans certaines communautés, aujourd'hui encore, on ne chante pas le Chadodi à la place de l'officiant, mais que l'officiant, pour dire les psaumes, monte sur la Théba
et chante le Chadodi de là et ne descend qu'après pour Mizmor Yom HaShabbat, c'est uniquement parce qu'on se souvenait encore que c'était un minhag récent. Il a quelque chose comme 350 ans aujourd'hui, et que pour montrer que ce n'était pas quelque chose qui était à l'origine dans le rituel, on le dit encore à part. Mais n'empêche que c'est grâce à ces minhagim qu'il y a une authenticité qui se maintient. Le minhag existe dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la liturgie, que ce soit dans le domaine des lois alimentaires. La différence de minhag, et vous savez qu'elle est sérieuse aujourd'hui, lorsqu'on se bagarre sur les problèmes de glatte et de pas glatte, c'est uniquement une question de minhag, et souvent parfois de minhag mal compris, mais ça nous amènerait beaucoup trop loin. Ça joue donc dans ce domaine, ça joue dans les domaines des lois matrimoniales, pour les questions de date de nida, etc. Les minhagim sont eux aussi différents. Ce que nous savons, c'est qu'il y a un seul judaïsme. Il n'existe qu'une seule halakha. Et cette halakha, c'est celle que nos chachamim nous ont fixée à partir du Talmud, à partir des Rishonim, à partir des Acharonim. Le minhag, c'est une espèce d'enjolivure, quelque chose de plus personnalisé de communauté à communauté. Moi, personnellement, je trouve que c'est une chose excessivement importante. Parce que si vous supprimez le minhag, vous supprimez votre propre authenticité, vous coupez vos racines. Et si aujourd'hui, nombreux sont ceux qui haussent les épaules devant le minhag, devant les piyutim, devant ceci, devant cela, c'est uniquement parce qu'ils ont perdu leurs racines et cherchent à s'accrocher à d'autres racines qui ne sont pas forcément les leurs, ou ils ne trouveront pas forcément l'épanouissement qu'ils souhaitent. Moi, je pense qu'il est indispensable, au même titre qu'on transmet l'enseignement de la Torah, de transmettre dans chaque communauté l'enseignement de ces minhagim, parce qu'elles donnent une plus grande authenticité et peut-être une plus grande chaleur à la manière de vivre son judaïsme.